Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdo, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette séance donc est faite sous la direction de M. Fawzi Hamami, inspecteur général des sciences physiques de Tunis 1. Donc on va essayer aujourd'hui d'essayer de revoir quelques notions, quelques rappels concernant le dipôle RL. Donc évidemment, c'est une séance qui est réservée aux sections scientifiques. D'accord? Donc nous allons essayer de commencer par faire quelques petits rappels relatifs au phénomène d'induction et d'auto-induction, de faire la distinction entre les deux phénomènes, et par la suite, on fera une certaine petite application là-dessus. D'accord? Commençons par le début. Donc, quelques petits rappels. Donc, je vais essayer d'écrire donc à gauche pour le phénomène de l'induction et à droite pour le phénomène de l'auto-induction pour essayer de voir la différence. En fin de compte, c'est pratiquement le même phénomène. Hein. Donc là, vous avez phénomène. Donc là, vous avez phénomène d'induction. Et là, vous avez phénomène d'auto-induction. Alors, essayons de reprendre quelques toutes petites expériences que nous avons donc déjà vues avant, qui nous ont permis d'introduire ces deux phénomènes. Le phénomène de l'induction a été mis en évidence essentiellement par l'expérience, vous vous rappelez bien, de l'aimant à côté d'une bobine ou bien tout simplement, d'une manière générale, d'un circuit fermé. Cas particulier pour notre cours, donc d'une bobine. Donc nous avons pris alors ici un aimant, ça c'est l'expérience 1. Hein. Donc dans un aimant, donc, vous avez deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Je rappelle que ce sont deux pôles pratiquement identiques, sauf que un aimant, qu'est-ce qu'il crée tout autour? Il crée un champ magnétique. Sauf que le champ magnétique, si vous avez ici le pôle nord, donc le champ magnétique, il est sortant du pôle nord, donc ça c'est le champ magnétique B. Donc si on se place du côté du pôle sud, symétriquement par rapport à ce point-là, donc on va avoir, attention, le même champ magnétique, sauf qu'il est tout simplement orienté de façon opposée, n'est-ce pas? Donc nous avons alors essayé de placer un circuit fermé, spécialement une bobine, au voisinage de l'aimant. Alors, nous allons essayer de fermer la bobine sur un, par exemple, milliampère-mètre, bien entendu, à zéro central. Les milliampères-mètres sont des appareils qui détectent les passages du courant électrique assez faibles, très faibles, à la place des ampères-mètres, bien entendu. Donc, premier cas, je vais essayer donc de faire la chose suivante. Donc, on va essayer de fixer tout d'abord l'aimant. Si l'aimant, il est fixe, il n'est pas en mouvement. Donc, il y a bien entendu présence d'un champ magnétique donc, au voisinage de la bobine et même à l'intérieur de la bobine. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si l'aimant, il est fixe, donc là, on n'observe rien du tout. L'aiguille de votre galvanomètre ou bien du milliampère-mètre, microampère-mètre d'ailleurs, donc l'aiguille reste là où elle est. Cela veut dire que, allez, on va dire que rien ne se produit. Si par contre, on fait déplacer l'aimant dans un sens ou bien dans l'autre, ou bien on le fait tourner, ou bien on le fait dévier. Et là, on remarque une chose assez particulière, c'est qu'il y a alors ici création, donc l'aiguille du galvanomètre, donc elle va dévier dans un sens ou bien dans l'autre, on ne sait pas dans quel sens on a fait dévier, donc déplacer l'aimant. Donc il y a alors ici variation, ou bien déplacement de l'aiguille du galvanomètre. Donc forcément, alors ici, le galvanomètre, qu'est-ce qu'il indique? Le sens, la création d'un courant. Ce courant-là, qui est dû à un phénomène qu'on va appeler par phénomène de l'induction électromagnétique. Électro, ça veut dire qu'il y a passage de courant électrique, et magnétique, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique créé par l'aimant. Donc ce phénomène-là est le phénomène de l'induction, qui résulte de quoi en fin de compte? Attention, qui résulte non pas de la présence d'un champ, mais plutôt de la variation d'un champ. Rappelez-vous ce que j'ai dit, si votre champ il est fixe, donc rien ne se produit, malgré la présence du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Si par contre on fait déplacer l'aimant, donc le courant donc, va se déplacer. Ce courant-là, c'est un courant qu'on va appeler tout simplement un courant induit. Donc ça, c'est le premier exemple de réaction, d'expérience qu'on a vu pour décrire le phénomène de l'induction. Une deuxième expérience, vous vous rappelez, j'imagine, c'était l'expérience où on a placé une grande bobine, que je vais noter par une bobine B1. Cette bobine-là, je vais essayer donc de la faire parcourir par un courant électrique. Donc, il nous faut dans le circuit de la bobine, il faut qu'il y ait un circuit fermé là. Donc, il faut qu'il y ait un circuit fermé sur un générateur.
c'est un générateur. Je n'ai pas encore précisé le type de générateur. Ça peut être un générateur de tension continue, ça peut être un générateur variable. Donc l'essentiel, en faisant parcourir un courant électrique dans votre circuit, donc je vais supposer que le courant il circule dans ce sens-là, donc je vais l'appeler courant grand I. Donc apparemment, puisque j'ai noté avec I majuscule, notre courant il est fixe. Cela veut dire ici que vous avez ici un générateur de tension. Ben, qu'est-ce qui se produit? Bon, rien de spécial, là vous allez me dire. Donc je vais alors ici placer à l'intérieur de ma bobine une toute petite bobine numéro 2 que je vais donc noter par bobine numéro 2. Et cette bobine-là, elle aussi, je vais la relier à un, par exemple, appareil de détection qui n'est autre que le galvanomètre ou bien donc un microampèremètre. L'essentiel, la bobine numéro 2, B2, elle est reliée directement à un galvanomètre. On peut a priori donc ici placer un résistor si vous voulez alors ici, donc juste pour qu'il ne soit pas court-circuité. Hein, d'accord? Et là, on remarque la chose suivante. Si votre courant il est un courant continu constant, donc l'aiguille du galvanomètre ne va pas dévier. Sinon, si on fait varier le courant délivré par le générateur, notre générateur, par exemple, délivre un signal variable de n'importe quelle façon. Votre courant va être noté par petit i, va être noté par petit i. Tout ce qui est donc noté avec une lettre minuscule, c'est une grandeur variable en physique normalement. Et si donc le courant là, il est variable, je remarque alors une chose assez particulière, c'est que l'aiguille de votre galvanomètre, elle va dévier dans un sens ou bien dans l'autre, indiquant le passage d'un, ou bien la création d'un courant électrique dans la petite bobine B2. Donc là, c'est aussi un phénomène apparemment, je voudrais bien dire donc le vrai nom, je vais dire donc ici, allez, on va dire phénomène qui ressemble à celui de tout à l'heure, induction, mais je préfère ici dire que c'est un phénomène d'auto-induction. Quelle est la différence? Je m'excuse, c'est un phénomène d'induction, c'est toujours le phénomène d'induction. Alors, quel est le point commun entre ces deux expériences-là? Dans la première expérience, celui qui a créé le phénomène, c'est l'aimant, donc ça, on va l'appeler l'inducteur. Celui qui va subir le phénomène, ou bien celui donc, qui va être parcouru par le courant électrique, c'est la bobine. Je vais la noter par la bobine B, si vous voulez, ici. Hein. Donc ça, c'est l'induit. Donc ça, c'est l'inducteur et ça, c'est l'induit. Dans la deuxième expérience, c'est pratiquement la même chose. Nous avons ici création d'un courant électrique suite à une variation de quoi? Variation de courant électrique, je vais expliquer un peu plus. Et là, c'est un phénomène d'induction, bien entendu. Et notre inducteur dans ces conditions-là, c'est la grande bobine, c'est la bobine B1. Par contre, l'induit, c'est la petite bobine B2. Donc, ces deux phénomènes-là sont deux phénomènes pratiquement identiques. Il s'agit bien d'un phénomène d'induction. Donc, lorsqu'il s'agit d'une induction, c'est que l'inducteur, bobine B1 ou bien aimant, et l'induit, la petite bobine ou bien la bobine B2, donc ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble. Essayons donc, on va essayer de revenir au sens du courant plus tard. Hein. Donc, essayons maintenant d'expliquer le phénomène de l'auto-induction. Pour cela, alors ici, bon, pour l'auto-induction, nous avons essayé de réaliser, bien entendu, l'expérience des deux lampes, une expérience assez connue. Puis, nous avons aussi utilisé autre chose. Nous avons donc utilisé le circuit suivant. Donc, c'était un circuit construit par une bobine. Donc, une bobine possède un symbole assez particulier. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, j'avais par exemple un résistor. Là, c'est votre, pour ne pas donc court-circuiter la bobine. Là, vous avez alors ici votre générateur. Et donc là, on peut placer un interrupteur. Ça dépend de la variation du courant électrique. Donc, en faisant circuler un courant électrique à travers le circuit, je remarque alors ici la chose suivante. On peut donc, par exemple, remplacer le résistor par une lampe, si vous voulez ici. Hein. Par une lampe, ce sera beaucoup mieux. Donc, en faisant donc circuler le courant électrique à travers la bobine, donc je remarque que la lampe, au début, donc, elle accuse un certain retard pour qu'elle puisse donc fonctionner. Quelques fractions de secondes plus tard, donc, elle va s'éclairer et elle reste éclairée. Donc là, qu'est-ce qui se produit alors ici? Le retard est dû à quoi? Il est dû à la présence de la bobine. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la bobine? Donc, voici ce qu'elle a fait. Donc, supposons que le courant, il circule, le courant principal, il circule dans ce sens-là. Si la lampe, au début, ne s'allume pas, c'est que sûrement, la bobine, elle va créer un courant petit i, induit ou bien auto-induit, on va voir l'appellation plus tard. Ce courant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à circuler dans le sens inverse du courant principal. Il va gêner l'installation du courant principal. C'est pour cela, alors ici, que
il y a un petit retard d'allumage de la lampe. Une fois alors ici que la variation du courant, si vous voulez ici, elle cesse et le courant reste pratiquement alors ici constant, alors ce courant-là cesse d'avoir lieu et le courant circule normalement et la lampe, donc alors ici, elle va s'allumer normalement. Donc je remarque alors ici qu'il y a un phénomène donc de auto-induction. Je vais expliquer pourquoi il s'agit d'un phénomène d'auto-induction. Alors, le courant principal circule dans un sens, l'autre circule dans le sens inverse. On peut avoir donc circulation dans le même sens. Ce courant-là est dû à un phénomène d'auto-induction. Pourquoi on dit ici auto-induction? Eh bien, parce que tout simplement, dans ces conditions-là, l'inducteur, c'est votre bobine. C'est elle qui crée le courant principal, qui fait circuler le courant principal. Et l'induit, c'est elle-même. Donc, cette bobine-là se comporte comme, en même temps comme inducteur et comme induit. C'est pour cela que ce phénomène-là, on va l'appeler un phénomène d'auto-induction. Donc, j'aurais pu utiliser l'autre expérience, l'expérience des deux lampes. C'est une expérience qui permet alors ici de voir le retard, mais ça, vous le connaissez, j'imagine. Donc, nous venons de voir la petite différence entre le phénomène d'induction et d'auto-induction. Dans les deux cas, il y a création d'un courant. Ce courant-là, on l'a appelé un courant, donc il va circuler dans la petite bobine, un courant induit, qui va circuler dans la petite bobine. Et là, c'est un courant induit qui va circuler dans la bobine, bien entendu. Et le courant est ici, donc à la noter par I induit, qui ne peut exister que sauf s'il y a une variation du courant principal. Si le courant principal reste constant, donc ce courant-là s'annule. Donc, d'une manière générale, que fait la bobine dans le cas du phénomène d'auto-induction? Donc, si votre courant il est en train d'augmenter, d'accord? Si votre courant il est en train d'augmenter. Donc, ce courant-là va s'opposer à la présence du courant principal. Et là, ça me rappelle une loi. C'est la loi de M. Lenz. Qu'est-ce qu'il a dit, Lenz? Donc, il a parlé du sens du courant induit ou bien auto-induit. Il a dit la chose suivante. Le sens du courant induit ou bien auto-induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qu'il a créée, à la cause qui lui a donné naissance. Ben, la cause qui a donné naissance à la production de ce courant auto-induit, c'est bien sûr le courant principal. Bien entendu, donc il y a là une explication qui peut être réalisée à l'échelle des champs magnétiques. On va essayer donc de reprendre ça plus tard. Donc la différence entre phénomène d'induction et phénomène d'auto-induction, c'est que dans le cas de l'induction, l'inducteur et l'induit sont isolés. Par contre, dans le cas du phénomène d'auto-induction, l'inducteur et l'induit, c'est la même chose, c'est la bobine elle-même. Donc voici une petite différence entre ces deux phénomènes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à part cela? On peut dire, bien entendu, comme toute petite remarque, si votre courant là, par exemple, il va plutôt circuler dans ce sens, mais plutôt il va diminuer d'intensité. Et là, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va se produire alors ici? Donc, au début, alors ici, la lampe va donc essayer de répondre à la diminution de ce courant-là. Donc, elle va créer, d'après la loi de Lenz, un courant qui va plutôt circuler dans le même sens. Donc là, c'est le courant auto-induit. D'accord? Donc, dans ces conditions-là, le courant auto-induit, d'après la loi de Lenz, circule dans le même sens puisqu'il y a diminution de l'intensité du courant principal. Donc là, c'était une petite introduction sur ces deux phénomènes-là. Bien entendu, au cours d'un phénomène d'induction ou bien d'auto-induction, à part qu'il y a création d'un courant induit ou bien auto-induit, il y a création aussi d'une FEM, puisque dans la bobine, si on doit voir la bobine B2 là, c'est plus simple, la bobine B2 ou bien cette bobine-là, donc elle est en train de générer un courant, de créer un courant, d'être parcourue par un courant électrique. Donc, pendant l'intervalle de temps où il y a variation du champ, donc elle se comporte comme un tout petit générateur. Et là, donc, forcément, elle possède une FEM. C'est une FEM qui n'est pas toujours présente tout le temps. C'est une FEM qui apparaît et qui disparaît, qui apparaît lors du phénomène d'induction, lors de la variation du champ magnétique. Bien entendu, dans le cas du phénomène d'auto-induction, s'il y a diminution de I, donc il y a présence d'un champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Ce champ magnétique, il va diminuer. Donc, c'est lui qui va créer, donc, en fin de compte, un champ auto-induit et par la suite un courant auto-induit. Je passe à la suite. Donc, on va essayer donc maintenant
de faire une petite application relative à un document scientifique. Notre document scientifique s'intitule la boucle d'induction, c'est ça l'essentiel. Donc la boucle d'induction magnétique, l'aide aux malentendants. Les malentendants, apparemment, ce sont les personnes qui ont des problèmes d'audition ou bien qui n'entendent pas du tout. Donc ils ont besoin d'appareils pour entendre les différentes discussions qui se font entre eux et certaines autres personnes. Donc l'essentiel, donc on va lire ensemble le document et on va donc essayer de poser quelques petites questions et d'y répondre par la suite. On lit ensemble le texte. Hein. Donc une boucle d'induction magnétique notée par BIM, abrégé donc de BIM. Une boucle d'induction magnétique est un système simple et efficace pour communiquer avec les personnes malentendantes. Ce système permet la transmission sans fil du son entre un système de sonorisation et la prothèse auditive d'une personne. Donc, une personne malentendante, elle est obligée de porter une prothèse qui va lui permettre donc d'entendre mieux ou bien d'entendre d'une manière générale. Les personnes malentendantes doivent disposer d'un appareil auditif incluant la fonctionnalité T comme téléphone. Ces appareils renferment une bobine. Je parle de l'appareil qui se trouve dans l'oreille, hein, donc la prothèse auditive. Hein. Donc les personnes malentendantes doivent disposer d'un appareil auditif incluant la fonctionnalité T comme téléphone. Ces appareils renferment une bobine d'induction qui permet de recevoir le signal issu d'une boucle d'induction magnétique. Et là, ça me rappelle quelque chose. Alors, une BIM se traduit via la mise en place d'un ensemble de câbles qui sont situés dans le sol, dans les murs ou bien au plafond et qui émet un champ électromagnétique, spécialement un champ magnétique. Ce champ est capté par les appareils auditifs, les appareils auditifs, donc les prothèses. Hein. Grâce à ce système, les personnes concernées reçoivent un signal directement émis d'une table de mixage. Par exemple, elles sont dispensées des problèmes d'acoustique ou de bruit ambiant du lieu où elles se trouvent. Toutefois, des perturbations peuvent être rencontrées en présence de transformateurs ou bien de câbles d'alimentation de l'éclairage électrique ou bien aussi d'une boucle d'induction magnétique installée à proximité. Donc, nous venons de parler de la boucle d'induction magnétique. Je ne sais pas si vous avez capté l'essentiel du texte. Donc, on va essayer de voir une petite illustration de cette expérience-là, de ce phénomène-là. Donc là, vous avez une salle d'audience. Donc, l'orateur qui est muni de son microphone, il est en train donc ici de faire tout ce que vous voulez, alors de donner un speech, de chanter ou bien de discuter avec les personnes. Alors, toutes les personnes sont placées dans une salle. Là, vous avez donc, qui est noté en bleu, le circuit qui va constituer la boucle, apparemment, boucle d'induction. Donc, le son qui est donc émis par la personne va passer vers l'appareil de mixage et l'appareil de mixage va donner le signal directement à la prothèse auditive de la personne malentendante. Parmi les personnes qui sont donc présentes dans cette salle-là, il y a possible une ou bien plusieurs personnes malentendantes qui peut donc ici entendre le son donné par la personne orative. Donc, est-ce que ce phénomène-là, cette technologie-là, elle est intéressante ou bien non intéressante? C'est le texte qui nous a donc permis de comprendre le principe. J'essaie donc de lire encore une fois, parce que si vous avez un jour ou l'autre un texte dans votre sujet de bac, vous devez donc lire le texte au moins 2 à 3 fois pour comprendre de quoi il s'agit. Je relis encore une fois, donc assez rapidement. Donc, une boucle, comme ça, donc, une fois que nous avons donc vu l'illustration, donc on peut comprendre de quoi il s'agit. Hein. Une boucle d'induction magnétique BIM est un système simple et efficace pour communiquer avec les personnes malentendantes. Ce système permet la transmission sans fil du son entre un système de sonorisation et la prothèse auditive d'une personne. Les personnes malentendantes doivent disposer d'un appareil auditif incluant la fonctionnalité T comme téléphone. Ces appareils renferment une petite bobine d'induction qui permet de recevoir le signal issu d'une boucle d'induction magnétique. Une BIM se traduit via la mise en place d'un ensemble de câbles qui sont situés donc au sol, dans les murs ou au plafond, et qui émet un champ magnétique d'une manière assez particulière. Ce champ est capté par les appareils auditifs des personnes qui peuvent être des personnes malentendantes ou même des personnes donc, qui peuvent donc écouter facilement. Hein. Donc, c'est une technologie qui est valable pour pratiquement tout le monde, mais surtout pour les personnes malentendantes. Alors, grâce à ce système, les personnes concernées reçoivent un signal directement émis d'une table de mixage. Par exemple,
elles sont dispensées des problèmes d'acoustique. Dispensées, cela veut dire qu'elles ne font pas attention à ce qui se passe tout autour comme bruit externe donc, à la discussion. Tout ce qui est bruit donc, en plus n'est pas audible, n'est pas entendu par les personnes donc, malentendantes. Et ça, c'est un côté, apparemment, je pense que c'est un côté positif. Elles sont dispensées des problèmes d'acoustique ou de bruit ambiant du lieu où elles se trouvent. Toutefois, des perturbations peuvent être rencontrées. Bon, quand même, donc, cette technologie-là, elle présente bien entendu des avantages et elle peut présenter aussi des inconvénients. Donc, on peut rencontrer donc, des problèmes suite à la présence de transformateurs ou bien de câbles d'alimentation de l'éclairage électrique ou bien d'une boucle d'induction magnétique installée à proximité. Je pense que nous avons donc assez bien lu donc, le texte, donc on va essayer de répondre à certaines questions par la suite. Donc ça, c'était bien sûr votre illustration de l'expérience. D'accord? Puis on passe aux questions. Alors la question 1 est la suivante. Qu'est-ce qu'une boucle d'induction magnétique? Donc c'est apparemment, essayez donc de réfléchir un tout petit peu là-dessus, c'est quoi une boucle d'induction magnétique notée par BIM? C'est apparemment un circuit électrique qui, suite au passage d'un courant électrique dans les fils de conduction, crée un champ magnétique. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce champ magnétique-là peut être soit variable, soit constant. Si le courant qui circule il est constant, le champ qui va être créé au voisinage de la BIM va être un champ magnétique constant. Sinon, si votre courant circule de façon donc variable, donc le champ magnétique qui va être créé tout autour de la BIM va être donc un champ magnétique variable. Et qu'est-ce qu'il y a alors ici donc, dans la BIM? Donc il y a une deuxième petite bobine qui est généralement portée par la prothèse des personnes malentendantes. Donc vous avez apparemment un circuit électrique, allez, on va dire une bobine, apparemment c'est comme une bobine, et vous avez une deuxième bobine qui est placée dans le deuxième, dans l'espace de la grande bobine. Donc là, c'est ce que nous venons donc de voir tout à l'heure. Donc, on va essayer de répondre plus précisément. Donc, alors, une boucle à induction magnétique est un système permettant la transmission sans fil, bien entendu. Il n'y a pas de contact entre le circuit principal et la prothèse. Donc, une boucle d'induction magnétique est un système permettant la transmission sans fil du son entre un système de sonorisation, quelqu'un est en train de faire un discours, et la prothèse auditive. Donc, directement, celui qui parle va donner le signal sonore directement à la prothèse de la personne malentendante. Alors, et la prothèse auditive d'une personne malentendante. C'est à peu près ça la première question. On peut ajouter bien sûr d'autres choses. Le principe de cette technologie-là repose sur le principe, apparemment vous l'avez donc bien compris, qu'il s'agit du phénomène d'induction électromagnétique. Induction et non pas auto-induction, puisque le circuit principal qui crée le courant électrique est placé par exemple au sol, et la bobine qui fait donc ici circuler le petit message sur l'oreille de la personne malentendante sont tous les deux, donc ces deux bobines-là sont tous les deux, donc séparés. C'est un phénomène d'induction. Donc la personne alors ici va recevoir un signal électrique dans la bobine et la bobine donc va générer un son qui va être écouté par la personne malentendante. C'est pratiquement ça d'une manière générale, donc le principe de fonctionnement de la BIM. Passons à une autre question. Deuxième question, décrire brièvement le principe de fonctionnement de la BIM. Alors, préciser le phénomène sur lequel est basée cette technologie. Apparemment, donc, je viens de raconter ce qui se passe. Alors, le principe de fonctionnement est un principe qui est lié au phénomène que vous connaissez tous, du phénomène d'induction électromagnétique, qui est dû à la variation du courant électrique dans les câbles de la boucle. Il y a une certaine boucle. Et ce champ magnétique qui est créé suite à la variation du courant électrique va être transporté vers la petite bobine de la prothèse. Donc ce champ-là va être capté par la prothèse, donc il va se transformer en courant électrique et puis ce courant-là par la suite donc, va donner un signal sonore pratiquement identique à celui qui est émis par la personne qui va donner le discours ou bien celle qui va chanter ou bien celle qui va donc dire n'importe quel speech. D'accord? Bien, donc préciser le phénomène, on vient de le dire, il s'agit d'un phénomène d'induction électromagnétique. Hein, d'accord? Bien, donc la boucle d'induction magnétique collecte le son et génère un courant électrique dans un câble faisant le tour de la pièce. Ce courant crée alors un champ magnétique, ça on vient de le dire.
La prothèse auditive est munie d'une bobine qui capte les variations de champ magnétique créées par la boucle et les transforme en son dans les oreilles des personnes malentendantes. Voici un tout petit résumé de ce phénomène-là, de cette technologie-là. D'accord? Passons alors maintenant à la question suivante. Deuxième question. Dire s'il s'agit du phénomène d'induction ou d'auto-induction. Apparemment, on a dit qu'il s'agissait d'un phénomène d'induction, puisque la boucle principale qui crée le champ magnétique et la boucle donc sont séparées. Justifier la réponse en précisant l'inducteur et l'induit. Donc, pour justifier la réponse, il suffit alors ici de revenir alors ici au texte. On va revenir au texte. Donc, on est ensemble. Une boucle d'induction magnétique est un système simple et efficace pour communiquer avec les personnes malentendantes. Ce système permet la transmission sans fil du son et la prothèse auditive donc, à une personne. Donc, c'est pas vraiment ça. Les personnes malentendantes doivent disposer d'un appareil auditif incluant la fonctionnalité T. Ces appareils renferment une bobine d'induction qui permettent de recevoir le signal issu d'une boucle d'induction. Donc, la boucle d'induction donne le signal à la boucle de la prothèse. C'est à peu près ça, cette phrase-là, donc parle du phénomène de l'induction magnétique. Hein. D'accord? On revient à notre question. Dire s'il s'agit d'un phénomène d'induction. Donc, il s'agit bien d'un phénomène d'induction, puisque la boucle et la prothèse sont séparées. Donc, justifier la réponse, donc il fallait donc ici juste lire la phrase qu'on venait donc de reprendre, en précisant l'inducteur et l'induit. L'inducteur, c'est qui? C'est la grande boucle de la salle qui est parcourue par un signal électrique. Et l'induit, c'est bien sûr la petite bobine qui est portée par la personne malentendante, n'est-ce pas? Bien. Citer les avantages ainsi que les inconvénients d'une telle technologie, apparemment d'après le texte. Donc, il y a certains avantages et il y a certains inconvénients. Revenons au texte, donc on va essayer de reprendre les avantages. Donc, si on se souvient de ce qui s'est produit, donc on va lire à ce niveau-là. Grâce à ce système, les personnes concernées reçoivent un signal directement émis à partir d'une table de mixage. Donc, je vous donne un tout petit exemple pour mieux comprendre. Si vous avez la table de mixage, si vous avez la personne malentendante qui porte la prothèse, s'il y a d'autres personnes à proximité qui sont en train de discuter ensemble, la personne malentendante n'entendra jamais le son créé ou bien la discussion des deux personnes, étant donné que la personne malentendante reçoit directement le signal à partir de la table de mixage. Donc, je continue la phrase. Grâce à ce système, les personnes concernées reçoivent un signal directement émis d'une table de mixage, par exemple. Elles sont dispensées des problèmes d'acoustique. Donc, ces personnes-là n'ont pas de problème d'acoustique. Et je pense que ce système-là, cette technologie-là, elle est aussi utilisée dans les studios d'enregistrement. Donc, vous remarquez bien que les musiciens, ils portent tous des prothèses auditives. Ben, le son qui leur provient directement à partir de la table de mixage. Donc, ils ne sont pas obligés d'écouter ce qui se passe à côté d'eux. Donc, alors, ça, ce sont des avantages. Donc, les personnes qui portent les prothèses n'écoutent pas les bruits ambiants du lieu où elles se trouvent. Ça, c'était les avantages. Hein. Maintenant, donc, notre technologie, quand même, donc, elle présente certains inconvénients. Et la technologie de nos jours, donc, essaie donc de limiter les problèmes dus à ces inconvénients. Ces inconvénients, donc, sont essentiellement, donc ce sont des perturbations qui peuvent être rencontrées en présence. Soit il y a présence des transformateurs dans la salle, soit la présence de câbles d'alimentation et généralement donc au cours d'un meeting ou bien d'un concert, donc il y a toujours présence de câbles de l'éclairage électrique et ça risque de créer des problèmes. Soit présence d'une boucle à côté. Si vous avez deux salles d'audience, vous avez donc la première salle qui est munie d'une boucle et la deuxième qui est munie d'une boucle. Donc les deux boucles peuvent interférer, donc peuvent créer des problèmes l'une par rapport à l'autre. D'accord? Bien, donc ça c'était la question concernant les avantages et les inconvénients. On passe, alors on revient à la question. Donc question suivante, la dernière question d'ailleurs. Alors, dans cette question-là, on vous demande la chose suivante. On vous dit que pour comprendre le principe de fonctionnement de la BIM, donc on va donner un modèle très simplifié, très simplifié de la
bim. Ce modèle-là, alors ici, regardez bien qu'est-ce qu'il comporte. Une grande bobine notée B1, reliée directement à une pile, un générateur assez particulier, réel. Et vous avez un interrupteur qui est au début ouvert. Donc, voici le circuit de la bobine B1. Donc, B1 est relié directement et uniquement à la pile et à l'interrupteur. Et vous avez une deuxième bobine B2 qui est représentée en pointillé, qui est directement reliée au résistor. Donc, la bobine B2 n'est pas reliée à un générateur. Hein. Donc, elle n'est pas parcourue par un courant électrique. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Donc, on va fermer l'interrupteur K. On va fermer l'interrupteur K. Forcément, alors ici, il va y avoir un courant électrique qui va passer à travers B1. À travers B2, on n'est pas sûr de ce qui se passe. On va voir donc ensemble qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, alors, on va fermer l'interrupteur K, décrire le phénomène physique qui se produit en précisant le phénomène, en précisant d'une part le sens du courant circulant dans B1, dans la bobine principale, le courant principal, le sens du courant qui est créé dans la bobine B2, les différents champs magnétiques mis en jeu, bien sûr il va y avoir des champs magnétiques dans les deux bobines, et le sens de la FM induite. Donc si on vous donne des questions avec des tirets ou bien avec des points, vous pouvez donc utiliser, ou bien vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez. Allez, commençons par l'essentiel, en fermant l'interrupteur. Je vais alors ici fermer l'interrupteur. Donc je vais avoir ici un circuit fermé, générateur, pile et B1. Donc le sens du courant électrique est le suivant. Donc le courant va partir de la borne plus, il va circuler dans ce sens-là. Donc voici I1 qui circule à travers B1. N'est-ce pas? Bien. Donc je vais reprendre l'écriture. Donc là c'est I1. Voici le sens du courant principal. Donc, ce courant principal qui va circuler à travers la bobine, je le repère. Donc, voici le sens du courant I1. D'accord? I1. Voici le sens du courant I1, toujours. Ça, c'est le courant principal qui est délivré par la pile et qui circule à travers la bobine B1. D'accord? Bien. Donc, voici encore une fois le sens du courant I1 dans la bobine B1. Bien. Alors, ce courant-là, et ça vous devez le savoir, qu'est-ce qu'il va créer à l'intérieur de la grande bobine B1? Donc il va créer, alors ici, rappelez-vous ce que vous avez vu en troisième année, un courant électrique circulant à travers un circuit fermé. Vous avez vu ça même en première année, hein, les effets du courant électrique. L'effet même chimique, l'effet mécanique, l'effet thermique, l'effet magnétique. Donc tout circuit qui est parcouru par un courant électrique ou bien portion de circuit parcouru par un courant électrique, donc crée un champ magnétique en son voisinage, en particulier votre bobine. Donc ça constitue un circuit fermé parcouru par un courant I. Donc il va y avoir un champ magnétique. On va essayer donc de représenter le champ magnétique. Dans une bobine, rappelez-vous, le champ magnétique il est uniforme. Uniforme, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le même partout. Attention, je n'ai pas dit qu'il était constant. Hein. J'ai dit qu'il était uniforme. Uniforme, il est partout le même. Alors, je peux déterminer facilement les caractéristiques de ce champ. Je sais que ce champ-là est collinéaire à l'axe de la bobine. Voici l'axe de la bobine, B1. Donc, c'est un champ qui est collinéaire à cet axe-là, sans sens. Le sens de B1 peut être donc orienté dans un sens ou bien dans l'autre. Cela dépend donc du sens du courant électrique. Donc là, il fallait utiliser la règle du bonhomme d'Ampère ou bien la règle de la main droite. Je mets la main droite sur la bobine B1. Le courant devrait passer du poignet vers les doigts. Donc là, vous remarquez bien que c'est un peu opposé. On va donc essayer d'inverser la main. Et la paume de la main doit regarder à l'intérieur de la bobine. Et le pouce doit indiquer le sens de B. Sauf que là, le courant, il est descendant. Donc, je dois mettre la main de ce côté-là. Et le courant donc, circule de haut vers le bas, du poignet vers les doigts. Le pouce indique le sens de B1. Voici le champ magnétique B1. Qui est créé par la bobine B1. Est-ce qu'il y a alors ici création d'un phénomène d'induction ou bien non? Ben si, il y a un phénomène d'induction. Alors c'est un phénomène qui est très bref. Pourquoi très bref? Parce qu'il se produit juste à l'instant où on ferme l'interrupteur. Rappelez-vous donc dans les dipôles RL, le phénomène qui se produit est un phénomène donc assez limité dans le temps. C'est juste, il apparaît juste au niveau de la fermeture de l'interrupteur ou bien de l'ouverture de l'interrupteur. Parce que si votre interrupteur est fermé depuis longtemps, ce champ-là, malgré qu'il est donc uniforme, il est constant, il ne crée rien du tout. Mais au début, lors de la fermeture de l'interrupteur, ce courant-là, il va essayer d'augmenter lors de la fermeture de l'interrupteur. Ce champ-là, donc, il va augmenter
Que dit Lenz alors ici? Lenz dit que Lenz s'intéresse au sens du courant induit. Mais en réalité, donc, le principe dit que si vous avez variation de champ à travers un circuit fermé, le circuit fermé c'est la bobine B2, alors dans la bobine B2, la petite bobine, il va y avoir création d'un courant induit, puisque B1 et B2 sont distincts l'une de l'autre. Donc il va y avoir apparition d'un courant induit suite à la fermeture de l'interrupteur. D'après Lenz, là intervient Lenz, il va donner le sens du courant électrique. Alors qu'est-ce qu'il a dit Lenz? Il a dit que le sens du courant induit dans la petite bobine est tel que par ses effets. Ces effets, donc, c'est la création d'un champ magnétique parce qu'un courant électrique, l'inverse maintenant, un courant électrique qui circule dans une bobine, il crée un champ magnétique à l'intérieur de cette bobine. Donc, alors, Lenz, il a dit que le sens du courant induit est tel que par ses effets, la création du champ magnétique, il s'oppose à la cause qui va le créer. La cause qui va créer le champ magnétique dans B2, c'est bien sûr B1. Et l'augmentation de B1, puisque B1 augmente, que fait donc ici le champ magnétique induit dans la bobine B2? Il va s'y opposer. Donc, voici B numéro 2. Donc, c'est un vecteur, n'est-ce pas? Donc, les deux champs s'opposent. Là, encore une fois, j'utilise la règle de la main droite. Puisque B2 donc, circule dans ce sens, je mets la main droite sur la petite bobine. La paume de la main regarde à l'intérieur puisque je suis en train de représenter le champ à l'intérieur. Et le pouce indique le sens de B2. Donc, le courant, il est comment dans la bobine B2? Il est ascendant. Dans la bobine B2, où est-ce qu'elle est alors ici? Notre bobine B2, la voici. Donc, ça, c'est le courant induit I numéro 2, donc qui circule vers le haut, suite à l'application de la règle de la main droite ou bien la règle du bonhomme d'Ampère. Est-ce que nous avons répondu à toutes les questions? Alors, on vous demande de préciser le sens du courant circulant dans B1, c'est fait. On vous demande de préciser le sens du courant circulant dans la bobine numéro 2. C'est fait aussi. On vous demande de représenter les différents champs magnétiques mis en jeu. On a représenté le champ inducteur et le champ induit. Ces deux champs-là s'opposent. Je rappelle que si B2 s'oppose à B1, c'est parce que B1 il est en train d'augmenter. Et s'il y a augmentation d'un champ, l'autre champ doit nécessairement s'y opposer parce qu'une bobine, la petite bobine alors ici, n'aime pas recevoir des champs qui sont en train d'augmenter. Et n'aime pas du tout aussi recevoir des champs qui sont en train de diminuer. Si elle reçoit un champ champ magnétique qui est en train d'augmenter, elle s'y oppose en créant un champ qui s'oppose du point de vue sens. Et si par contre tu lui donnes un champ qui est en train de diminuer, champ magnétique qui est en train de diminuer, je parle de la bobine B2, la petite bobine, et là, donc si tu lui donnes un champ qui est en train de diminuer, elle n'aime pas aussi ce processus, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un champ qui va circuler dans le même sens que celui inducteur pour que le champ global ne puisse pas diminuer. La dernière question. Alors, on vous demande de représenter le sens de la FEM. Rappelons ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que la grande bobine, elle est parcourue par un courant électrique qui est dû à la présence de la pile, ça, j'en discute pas. Mais la petite bobine, là, elle est parcourue par un courant induit. Donc, cette bobine-là, le temps de la fermeture de l'interrupteur, va se comporter comme un générateur. Ce n'est pas un vrai générateur, mais elle se comporte comme un générateur puisqu'elle est capable de générer un courant électrique. Donc, elle possède bien une force électromotrice qui n'est pas toujours présente dans la bobine. Vous ne pouvez pas prendre une bobine et lire là-dessus la FEM, ou bien la force auto-induite, ou bien la force électromotrice induite. C'est une force électromotrice ou bien d'induction ou bien d'auto-induction qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît lors du phénomène d'induction. Donc, alors, le courant circule dans ce sens-là, le courant I2 circule dans ce sens-là, donc ça monte vers le haut et circule dans ce sens-là. Donc, alors, si vous voulez, ici, elle se comporte, la petite bobine se comporte comme un générateur, là c'est plus et là c'est moins, et donc voici le sens de la FEM induite dans la bobine B2. Je rappelle que là, donc, dans ces conditions-là, la bobine se comporte comme un tout petit générateur. Bon, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Bonne chance.